Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Comme chaque vendredi, on élargit le spectre sur TV Finance et nous parlons d'actualités économiques, sociales et culturelles. Et justement, donc comme à notre habitude, on démarre cette émission avec un focus sur l'actualité internationale via votre revue de presse issue du site internet www.vudailleurs.com. On commence donc avec l'international et en 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 6 février journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales. Bien que condamnée dans le monde entier, cette pratique que certains qualifient d'archaïque est malheureusement encore largement répandue. Et d'après les dernières études des Nations Unies, le Covid aurait favorisé une recrudescence des mutilations. Ainsi, alors qu'il est estimé qu'entre 200 et 240 millions de femmes ont été victimes de MGF, de mutilations génitales féminines, dans 31 pays, dont plus de 95% des femmes viennent de Guinée et de Somalie, l'ONU calcule que 2 millions de cas de mutilations génitales féminines qui auraient pu être évités pourraient se produire au cours de la prochaine décennie. Rappelons qu'il s'agit d'une coutume et que pour certains observateurs, il s'agit ni plus ni moins d'une véritable hypocrisie collective. La hantise de l'infidélité féminine et de ses conséquences possibles a conduit à l'invention de moyens divers pour éviter cette source de désordre, soit en isolant la femme, c'est le harem en Orient, soit en empêchant matériellement les rapports sexuels, c'est la ceinture de chasteté, soit en atténuant les pulsions érotiques, c'est l'excision en Afrique et en Asie. Le défi reste majeur car pour nombre de tribus, il s'agit d'une véritable cérémonie traditionnelle, mais au-delà de cela, certains praticiens en ont fait une véritable source de revenus qui fait vivre des milliers de personnes. Et dans des pays sous-développés, eh bien un sou est un sou. On marque une pause et je vous retrouve dans un instant sur TV Finance pour le JT Vu d'ailleurs. Alors que semble se jouer actuellement l'acte 2 de la guerre froide, 30 ans après la chute du mur de Berlin, Emmanuel Macron paraît être l'interlocuteur européen privilégié par Vladimir Poutine, mais avec, dans le rôle de Cuba cette fois-ci, l'Ukraine. Au-delà de son statut de président du Conseil européen pour les 6 prochains mois, le président français passe pour le négociateur en chef de l'Europe. Il s'est en effet rendu à Moscou pour tenter d'apaiser les velléités belliqueuses russes. Peine perdue, soit dit en passant, puisque le lendemain, des navires russes se dirigeaient vers la mer Noire, et comme vous vous en doutez, ce ne sont pas des navires de marchandises. En pleine présidentielle, cela amène forcément des commentaires de la part des candidats aux plus hautes fonctions françaises. Et lundi dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous a livré une vision géopolitico-stratégico-tactico de haute voltige. Pour lui, c'est simple, les États-Unis ne doivent pas annexer l'Ukraine via l'OTAN et les Russes ne doivent pas passer la frontière. Circuler, il n'y a rien à voir. Se moquant de l'action d'Emmanuel Macron, il compare la menace russe à une invasion de Martiens. On se demande réellement quel électorat Jean-Luc Mélenchon cherche à convaincre. On marque une pause et je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité sur TV Finance et le JT Vu d'ailleurs. A tout de suite. Dans l'actualité culturelle, bonne nouvelle pour les uns, mauvaise pour les autres, c'est à vous de vous positionner. Mais toujours est-il que c'est la Saint-Valentin dans 3 jours. Et eh bien, j'ai décoté pour vous une idée merveilleuse. En effet, après avoir passé l'année 2020 en confinement strict avec monsieur ou madame, l'année 2021 en télétravail avec monsieur ou madame, eh bien je propose qu'en 2022, vous partiez avec monsieur ou madame vous isoler dans une péniche. En effet, à part vous et les grenouilles, rien de plus. Aucune échappatoire à part de l'eau vaseuse sous vos pieds et des champs à perte de vue sans aucun signe de vie à des milliers de kilomètres, excepté, dans le meilleur des cas, des ruminants. Plus sérieusement, ajouter un peu de fantaisie dans votre témoignage matériel à votre chair et tendre sera toujours bien vu et une croisière dans les magnifiques paysages de notre arrière-pays n'a pas de prix. Enfin si, mais sachez en tout cas qu'il existe des péniches sans permis qui vous permettront de vivre une expérience intime, unique et inoubliable, mais avec des grenouilles. Petite pause dans ce jtvudailleurs.com et on passe juste après à l'actu économique avec notre invitée Madame Geneviève Boucher qui nous éclairera sur l'évolution de notre modèle de société et son impact sur les institutions. A tout de suite dans le JT Vu d'ailleurs sur TV Finance.
Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup si vous nous rejoignez. Nous sommes de retour dans votre JT Vu d'ailleurs et nous allons ouvrir dès à présent notre page politique avec Madame Boucher. Bonjour Madame Boucher. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences des organisations et futurologue cybernéticienne, par ailleurs vice-présidente du think tank Forum Athéna. Vous vous impliquez notamment dans le développement du numérique en France, tant sur le plan technique que sur son impact sur la vie sociale, économique, politique et juridique. Actuellement, vos travaux de recherche portent sur l'évolution de notre modèle de société et de son impact sur les institutions. Et c'est dans ce cadre, Madame Boucher, que nous vous recevons, puisque vous venez de publier Économie productive, économie contributive, outils de gouvernance pour le troisième millénaire aux éditions ISTE Group. C'est bien cela, Madame Boucher ? Exact. Ok, très bien. On va commencer. Du coup, j'ai une première question, Madame. Futurologue cybernéticienne, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la futurologie cybernéticienne part du principe que la direction générale les orientations générales de notre futur sont inscrites dans notre passé. C'est-à-dire que la vie est un continuum et que bien essayer de comprendre tous les mécanismes qui font le sens de notre évolution nous permettent de comprendre ce que devrait être, selon toute logique, la suite de notre histoire. D'accord. Hein, un petit peu comme l'eau qui coule, si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que l'eau, elle s'écoule du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut. Hein, où c'est il y a des cas particuliers, mais voilà. Hein, et donc, c'est un petit peu comment comprendre ce cheminement. Hein, eh bien, notre histoire, c'est un peu la même chose. Un peu la même chose. Dans votre livre, vous dites qu'aujourd'hui, les générations montantes en majorité ont grandi dans un contexte où leurs besoins primaires ont été globalement satisfaits. Que pour les jeunes Européens, le consumérisme et les luttes de classe appartiennent à un passé qu'ils veulent dépasser. Pourtant, Madame Boucher, quand on regarde les intentions de vote chez les jeunes aujourd'hui, dans le cadre de la présidentielle 2022, on voit qu'ils auront tendance plutôt à voter pour Emmanuel Macron, voire pour Marine Le Pen. Et c'est pas juste un épiphénomène, puisqu'en 2017, les intentions de vote des jeunes étaient également dirigées vers les extrêmes, puisqu'en majorité, ils ont voté pour Mélenchon et pour Le Pen, pour Marine Le Pen. Est-ce que finalement, la crise sanitaire passée par là n'a pas exacerbé le repli sur soi des jeunes Européens ? Alors, repli sur soi, je ne crois pas. Je vous coupe parce qu'en fait tout ça pour dire qu'aujourd'hui vous dites que le modèle de société doit se diriger vers une économie plus contributive, plus inclusive. Est-ce que finalement, justement, ce que je viens de vous donner comme intention de vote des jeunes qui portent la société de demain ne va pas à l'encontre justement de ce mouvement vers la société, une économie contributive ? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer dans les intentions de vote le désarroi, pas seulement des jeunes, mais de l'ensemble des citoyens sur le contenu l'offre politique qui est faite qui est portée par chacun des candidats et les besoins qu'ils ressentent très profondément. Hein, ils ressentent très profondément le besoin de se tourner vers le développement du bien commun. Le bien commun étant tout ce qui concerne la famille, la connaissance, le savoir, l'innovation, la démocratie et la spiritualité. Et est-ce qu'en ce moment, finalement... Et l'offre politique n'est pas formulée en ces termes. Donc, pour l'instant, ils essayent de voir... d'imaginer qui ils ont envie de voir installé à l'Élysée. Est-ce que c'est Marine Le Pen avec ses chats ? Est-ce que c'est Emmanuel Macron on connaît et puis on reconnaît qu'il a acquis de l'expérience, donc c'est peut-être... Ou bien alors dire, on tourne une page, hein, tous ces gens-là, ça fait plusieurs années qu'on les voit, on va tenter le coup avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ou je sais pas quoi. Voilà, ils raisonnent comme ça. Donc, leur appétence pour le développement du bien commun, c'est une évidence. Hein.
Nicolas Dufourcq, qui dirige la BPI, disait il y a quelque temps, je vois des projets absolument magnifiques qui correspondent à un réel besoin, mais il n'y a pas de modèle économique derrière, donc je peux rien en faire. Et ces projets auxquels il fait allusion, c'est tout ce qui concerne le développement du bien commun. Est-ce que l'on peut imaginer que les notions qui fondent le bien commun, donc que vous venez de nous citer, la famille, l'innovation, le savoir-faire, la démocratie, la spiritualité, sont des notions qui sont en train de disparaître et qui vont disparaître à terme, Madame Bouchet? Alors c'est plutôt le contraire. L'homme ne peut pas vivre sans. Hein, la phase finale de la sédentarisation qui se termine par l'ère industrielle a finalement compressé au maximum ces dimensions-là. Hein. Par exemple, les études deviennent payantes et de plus en plus chères, mais de façon beaucoup plus significative, le temps alloué à la famille est de plus en plus restreint, dissocié, contraint, etc. On ne peut pas vivre sans, et c'est un peu comme un élastique qu'on aurait trop comprimé, il va se redévelopper. Hein, alors ça va prendre du temps. Hein. Je précise qu'en futurologie cybernéticienne, on travaille à 30 ans, 60 ans, 90 ans et 120 ans. 30 ans, c'est une génération. C'est-à-dire que le monde, aujourd'hui, il tourne grâce aux initiatives des gens qui ont entre 25 et 55 ans. D'accord, ok, effectivement. Voilà. Donc moi, ce que je vous dis, c'est pas pour la semaine prochaine. J'estime que c'est dans au moins 90 ans. 90 ans. Que le truc va se redéployer, mais ça va prendre du temps. Hein. Et donc, en fait, vous nous parlez donc d'économie productive et d'économie contributive. Ces deux socles économiques doivent cohabiter, doivent pouvoir cohabiter. Tout à fait. Et il y a urgence à se pencher sur cette question-là, parce que à partir du moment où on veut consommer et produire moins mais mieux, on rationalise tout, notre façon de produire, notre façon de consommer, et donc le temps que nous allons allouer aux tâches productives va aller en attrition. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, tu te trompes, l'innovation a toujours créé des emplois et tout ça ». C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Hein. D'accord, vous nous parlez en fait de l'intelligence artificielle en fait, là ici. Alors l'intelligence artificielle, mais pas que. Hein. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Par exemple, dans l'automobile, on a fait des gains de temps considérables grâce au colle, parce que tout d'un coup, quand on passait son temps à souder ou à visser, on l'a collé et ça a fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Mais l'histoire de le progrès qui crée de l'emploi, c'est très malhonnête de dire ça. Quand je robotise une usine, je deviens plus compétitif, donc je vends mieux, hein, mais j'ai créé de l'emploi pas chez moi. J'ai peut-être créé de l'emploi pour faire tourner mes robots, mais j'ai détruit de l'emploi de tous les gens que j'ai distanciés, puisque je peux vendre plus et plus vite et de meilleure qualité et à des coûts moindres. Il faut plutôt raisonner avec l'image suivante. Dans les années 60, les ménagères passaient en moyenne 6 heures par jour dans leur cuisine. Aujourd'hui, elles passent un peu plus de 3/4 d'heure. D'accord, mais tout a été rationalisé, la façon dont les aliments sont emballés, ils sont préparés, les ustensiles de cuisine ont été rationalisés, donc tout a été rationalisé et le gain est considérable. Et ben, ce qui s'est passé dans les cuisines, ça se passe en ce moment dans les bureaux et dans les usines. Hein. Et donc l'homme doit revenir à ce qu'il était avant la sédentarisation, c'est-à-dire un être extraordinairement social. L'homme, il est une espèce à part dans l'humanité parce que c'est l'espèce qui a le plus besoin de faire société.
Et est-ce que ça va se Le jeu de retrouver... société fait des choses plus complexes. Et du coup, est-ce que ça va se retrouver réellement dans les usages? En préparant cette émission, toujours pour rester dans le secteur de l'automobile, vous m'expliquiez que les facteurs de production allaient être divisés par 10. Du coup, est-ce que finalement, la notion qui aujourd'hui, la notion première de notre démocratie, le socle sur lequel est assis notre démocratie, c'est la notion de propriété. Du coup, est-ce que la notion de propriété va voler en éclats, Madame Boucher? Non, elle va pas voler en éclats. Elle va quand même perdurer parce que un individu, il est lui-même et il faut qu'il se sente bien. Donc, il faut qu'il ait ses propres objets, son propre stylo, son propre chez soi. Voiture, sa propre, Voilà. oui, Voilà. son appartement. Voilà, mais c'est la façon d'organiser la propriété qui va considérablement évoluer, hein, dans la mesure où on peut pas avoir des individus enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les hyper riches, qui gèrent le monde à leur guise et qui font porter au monde leurs propres erreurs et leur propre turpitude. Hein. Donc ça, c'est un modèle de société qui est beaucoup trop dangereux. Quand vous avez un dictateur et que ce dictateur se trompe sans arrêt et qu'il n'arrête pas de ruiner son pays... Oui, enfin, il y a quand même une différence entre un dictateur et un patron du CAC 40. On est quand même sur deux mesures qui n'ont pas grand-chose à voir. Écoutez, bon, il y a des patrons du CAC 40 qui ont l'air tout à fait... corrects dans leur tête, hein. Mais le résultat final, hein, ça va pas. Hein. Mais alors, donc, on passe son temps à dire il faut qu'on verdisse un peu l'économie, et puis on fait un petit Perrier cacahuète pour se convaincre tous ensemble. Puis tout le monde rentre à la maison et business as usual. Bon, ça va pas, ça. Hein. Je suis d'accord. Madame, une dernière chose avant de finir votre interview, juste. Est-ce qu'il existe, vous parlez également beaucoup de monnaie dans votre oui. livre, est-ce que on pourrait imaginer une forme d'abolition de la monnaie finalement demain et revenir à un système de troc qui ferait le lien entre l'économie productive et l'économie contributive? Alors, la monnaie, c'est ce qui nous a permis de faire beaucoup de progrès. Et la monnaie, c'est ce qui a permis d'éviter le troc. Parce que avant la monnaie, les gens pouvaient se procurer des biens, éventuellement des services, auprès des autres, avec des mesures de riz ou des coquillages, enfin voilà. La monnaie a réussi à créer un climat de confiance qui permet de faire des échanges sans tenir compte, sans tracing. C'est-à-dire, moi je fabrique des chaussettes, vous fabriquez des journaux, hein, j'ai besoin de journaux, vous avez besoin de chaussettes, mais vous n'avez pas besoin que de chaussettes, vous avez besoin de plein d'autres choses. Et quand je vais vous payer parce que je vous achète votre journal, vous n'avez rien à fiche de savoir que la création de valeur qui m'a permis d'acheter votre journal provient des chaussettes que j'ai fabriquées. Vous, ce que vous voulez, c'est que j'achète votre journal. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce grand brassage qui a permis de la dynamique. La monnaie que nous avons, elle est exclusivement conçue pour les mécanismes marchands. Dans l'espace productif, la création de valeur se déprécie avec le temps ou à l'usage. Et effectivement, la monnaie, le mécanisme monétaire que nous avons, c'est un mécanisme où les banques créent de la monnaie chaque fois que quelqu'un a un projet, donc donne lieu à des investissements. Et cette monnaie est détruite au fur et à mesure que le projet avance et que on peut y créer de la valeur et qu'avec cette valeur, on peut rembourser l'emprunt et ça fait tourner voilà. Dans l'espace contributif, c'est-à-dire tout ce qui concerne la famille, la culture, la démocratie, etc., c'est l'inverse. La création de valeur
elle se bonifie avec le temps et à l'usage. Donc, on ne peut pas utiliser la même monnaie. Il faut une monnaie qui soit adaptée à cette spécificité. Et cerise sur le gâteau, puisqu'il faut faire complexe, il faut que ces deux monnaies soient bien en dynamique. Parce que si j'ai une organisation du tonnerre de Dieu pour avoir un bien commun d'une qualité exceptionnelle, mais que tous mes concitoyens meurent de faim, ça ne va pas marcher. Ils vont s'entretuer parce qu'ils ont faim. Voilà. C'est normal. Donc, il faut que les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Donc, je vous remercie, Madame Boucher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences des organisations et futurologue cybernéticienne et par ailleurs vice-présidente du think tank Forum Athéna. Merci beaucoup, Madame Boucher. Merci beaucoup. Je vous rappelle, donc le JT Vu d'ailleurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site vudailleurs.com ou bien sur tvfmedia.fr pour retrouver l'ensemble de ces replays. Sinon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.